Bonjour à tous, Salut Thibaut, alors tu es Salut, entrepreneur depuis 2011. Tu as fondé Castali, qui est une entreprise de l'économie circulaire qui est engagée pour donner accès à une eau bonne pour tous et pour la planète. Est-ce que tu peux nous raconter les raisons de ton engagement ? Je ne sais pas si, comme Mathieu, je vais vous parler de preuves d'amour, mais ce qui est certain, c'est que ça remonte à il y a longtemps. J'ai terminé mes études par un mémoire sur l'accès à l'eau. L'accès à l'eau dans les pays en voie de développement, et j'ai utilisé ce mémoire pour me faire embaucher par le plus gros producteur d'eau potable du monde, à l'époque et toujours, Veolia, pour lequel j'ai travaillé quelques années, un peu partout, à l'étranger, et puis à Paris, où j'ai beaucoup voyagé. Et Veolia a plusieurs métiers, on pourra en reparler, mais il y avait l'eau, il y a les déchets, dont le recyclage, dont les décharges, dont les incinérateurs. Et puis, j'en ai eu un peu marre des grands groupes, et j'avais pas mal... Je pense que l'inspiration, c'est les rencontres, c'est les conférences, c'est les lectures, et j'avais lu 2 livres de Tristan Lecomte, qui est le fondateur d'Alter Eco, et de Pur Projet. Pour ceux qui ne connaissent pas Alter Eco, c'est un peu le OMI d'avant. Christian et Colline nous parlaient de OMI ce matin. Alter Eco a lancé le bio l'équitable dans les années 90. Et voilà, Tristan m'a fait prendre conscience qu'on pouvait être dans une petite boîte, avoir de l'impact. Et c'est comme ça que j'ai lancé Castali. Et du coup, par rapport à l'eau, cet été, c'était vraiment d'actualité. On a beaucoup parlé du manque d'eau. La sécheresse a concerné quasiment tout le monde. Quel est ton regard sur cette actualité ? Je pense qu'on a pris tous conscience que l'eau, finalement, n'était pas forcément une évidence. Je ne sais pas combien de villages qui ont été coupés, mais il y en a, je crois, plus d'une centaine de villages qui ont été approvisionnés par des camions citernes. Il y a même des villages où il n'y avait pas de camions citernes et on distribuait de l'eau en bouteille. Donc il faut de l'eau en bouteille qui accélère le réchauffement climatique. Donc on marche un peu sur la tête. Je pense que quand on a l'impression que finalement une ressource est abondante, on ne s'aperçoit pas de la chance qu'on a, ce qui n'est pas le cas de, je pense, plusieurs milliards de personnes dans le monde. Mais en tout cas, en Europe, on n'a pas cette habitude. Et moi, c'est ça que finalement je retiens, c'est que l'eau qui paraissait une évidence ne l'est pas. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, si on considère l'eau comme une ressource naturelle, c'est quoi, selon toi, aujourd'hui, les plus grandes menaces auxquelles l'eau fait face ? Il y en a une dont on vient de parler, qui est la sécheresse, mais au-delà de ça, c'est la pollution. Alors hier soir, j'ai pas vu le reportage, mais j'ai lu quelques bribes dans la presse. Il y avait un reportage sur l'eau potable, l'eau est-elle encore potable en France ? Et les chiffres, c'est il y a 25% des communes qui ont été alimentées au moins une fois dans l'année par de l'eau non potable, polluée par des pesticides ou des résidus de pesticides. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour préserver une ressource qui est très fragile. Et je ne parle pas finalement de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, c'est le même sujet. Il y a des 60 millions de consommateurs qui avaient trouvé de l'atrazine dans des bouteilles de Vittel. L'atrazine, c'est un pesticide qui est interdit depuis les années 2000. Et donc, 20 ans après, on trouve encore dans les sols, et pas dans l'eau du robinet, dans l'eau en bouteille. Donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour préserver la ressource des activités humaines. Et les activités humaines, c'est l'agriculture. Et ce qui est certain, c'est que l'agriculture conventionnelle, elle déglingue les nappes phréatiques, à la fois parce qu'elle pompe, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'intrants, et ça dérègle le système. Le deuxième sujet, c'est l'activité humaine. Finalement, c'est vous et moi chez nous. On ne le sait pas, mais on l'oublie. Mais quand on prend une douche, en fonction du type de shampoing que vous prenez, vous émettez dans le milieu naturel des molécules qui seront soit naturelles et qui pourront disparaître, soit chimiques et qui ne disparaîtront pas et qui seront parfois non retraitées par les stations d'épuration. Quand j'entendais ce matin la présentation de la marque en moins, c'est aussi une façon de limiter les intrants dans le cycle de l'eau en utilisant des produits ménagers écolabellisés. Et ça fait le lien avec ce dont on a discuté juste avant de rentrer sur ce cycle de l'eau. Tu me redisais qu'effectivement, l'eau qu'on consomme aujourd'hui, c'est la même eau que les dinosaures avaient à l'époque sur la planète. Donc ça nous fait d'autant plus prendre conscience
de l'importance de la préserver. Et justement, toi, de la part des pouvoirs publics, c'est quoi les actions prioritaires que tu souhaiterais mettre en place? Qu'est-ce qui te semble important? Alors, je ne suis pas politique, je ne suis pas hydrologue, mais je pense qu'il y a le premier sujet, c'est l'agriculture. Et on en a parlé ce matin à plusieurs reprises. Je pense que je ne suis pas sûr que le gouvernement aille sur le bon chemin aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une façon de limiter radicalement les intrants. Le deuxième, c'est la limitation de tous les produits de consommation courante et d'interdire en fait tous les produits qui ne se dégradent pas naturellement. Et justement, on a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, la lutte contre le plastique à usage unique, c'est vraiment devenu une préoccupation majeure. C'est rentré dans le débat public. C'est quoi ton sentiment à ce sujet? Moi, j'ai un sentiment mitigé. À la fois, alors, ce qui est très positif, c'est que en 2020, il y a la loi AGEC qui a été votée. La loi AGEC, c'est une loi qui a été portée par Brune Poirson et Elisabeth Borne, alors ministre de l'Environnement, et elle planifiait l'interdiction du plastique à usage unique. Donc en 2040, les émetteurs, les industriels n'auront plus le droit d'utiliser du plastique à usage unique. Et donc ça permet quoi? Ça permet de planifier la sortie du plastique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Deuxième bonne chose, c'est que ça fait quelques mois ou même quelques années qu'on nous parle de la consommation hebdomadaire de l'équivalent d'une carte en plastique. Tout le monde, là, dans la salle, par les microplastiques qu'on peut respirer ou manger dans l'alimentation, on absorbe l'équivalent de 5 grammes. Donc ça, c'est quelque chose de... Je pense qu'il y a une prise de conscience. Ce que je trouve plus triste, c'est que cet été, ça a été, avec la canicule, un été record pour les ventes de bouteilles. Et donc là, il y a encore beaucoup de boulot. Et par rapport à ce manque justement de... Enfin, c'est très étonnant entre cette prise de conscience, tu disais, à la fois de l'eau comme ressource naturelle et le fait que les ventes de bouteilles d'eau s'envolent. Est-ce que tu as un sentiment là-dessus? Enfin, comment expliquer ce décalage aussi fort? On n'a jamais vendu autant d'eau, autant de bouteilles en plastique, alors qu'on commence à se rendre compte que l'eau n'est pas inépuisable. J'ai pas de réponse. Je pense que ce qui est certain, c'est que la canicule n'aide pas. En tout cas, elle pousse les consommateurs à acheter des petits contenants. Ça fait à peu près 20 ans que les seuls modèles d'innovation pour les grands minéraliers, donc Danone et Nestlé, c'est la multiplication des formats. Et donc, quand je parle de multiplication des formats, on est passé d'une bouteille de 1,5 litre que tout le monde connaît à des bouteilles de 1 litre, 75 centilitres, 50 centilitres, 25 centilitres, 10 centilitres, et à chaque fois avec un rapport de grammes d'eau versus grammes de plastique plus faible. Donc c'est cette multiplication des contenants qui génère à la fois une augmentation des volumes, une augmentation des volumes de déchets. Et moi, en 2019, on avait proposé au gouvernement d'interdire les formats de moins de 50 centilitres. Ça avait pas été, la proposition de loi avait été rejetée. Mais je pense que ce qui est important, c'est parfois d'avoir du courage politique et d'interdire les choses. Et ça fait le lien avec la dernière thématique dont je voulais te parler, c'est justement la sobriété, donc très en ligne avec ce que tu avais recommandé qui n'a pas été entendu, mais qui sait peut-être suite à cette intervention. Toi, concrètement, dans ton quotidien d'entrepreneur, la sobriété, comment tu le vis? Est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser et comment tu le vis? Je ne sais pas si le terme c'est la sobriété ou chez Castalli on appelle ça le bon sens paysan. C'est revenir à des choses finalement assez basiques. Bon, ce qui est certain, c'est que en tout cas chez Castalli en tant qu'entrepreneur, on a essayé de le mettre à l'échelle. Première chose pour être sobre finalement, c'est pouvoir mesurer son impact. On a réalisé 2 analyses de cycle de vie produit, des ACV, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une bouteille, 1 litre de Castalli, c'est un impact 90% inférieur à celui de n'importe quelle bouteille d'eau sur le marché. Et c'est ça, en fait, c'est mesurer et réduire. C'est pas parce qu'on est déjà à un impact 90% inférieur qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, on a réalisé un bilan carbone avec un cabinet et on s'est programmé un plan climat. Donc, on aligne la stratégie climat de Castalli sur les accords de Paris de 2015.
Bah écoute Thibaut, merci pour toutes ces choses-là, c'est hyper riche. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager maintenant? Bah, peut-être le mot sobriété, c'est le nouveau mot à la mode. C'était la thématique aujourd'hui, c'était la thématique des universités d'été d'Impact France. C'était cette semaine sur France Inter, il y avait une journée sobriété. Il y a quelques mois, quelques années, c'était le mot impact. Moi, quand j'ai démarré Castali, c'était disrupter, la disruption. Je voulais disrupter le secteur de la bouteille d'eau. Donc je ne sais pas quel sera le prochain mot, mais en tout cas, je pense que la sobriété, si heureuse elle peut l'être, c'est une bonne chose. Super, bah, c'est un beau mot de la fin, sobriété heureuse. Merci beaucoup Thibaut.